Donc je ne vais pas présenter une étude en fait. Hein. Je vais m'appuyer quand même sur deux travaux qu'on a fait, mais comme vous voyez, c'est un petit peu essayer de donner en complément des deux études intéressantes qui ont été présentées tout à l'heure, peut-être quelques éléments sur ce qui nous semble être des facteurs sociologiques et un petit peu aussi qu'est-ce qu'on met dans le facteur sociologique, parce que je crois que ça peut enfin alimenter aussi la réflexion. Et ceci dit, je m'appuierai quand même sur deux travaux qu'on avait menés. L'un qui portait en fait sur une évaluation, et alors ça s'appelait évaluation et analyse sociologique de 20 actions sur l'eau. Alors, actions sur l'eau, c'est des interventions volontaristes menées par différents acteurs, mais dont à chaque fois les champs de l'agriculture avaient un rôle très important. Dans les trois régions, vous voyez, Bretagne, Normandie, Pays de Loire. Et ces actions sur l'eau étaient menées toutes avec l'objectif donc de gestion de la ressource en eau, soit pour des problèmes de pollution, dans 80% du cas, de diverses origines, soit il y avait quelques cas aussi d'optimisation de la gestion quantitative de la ressource, plutôt sur les Pays de Loire. Et donc, il s'agissait de comprendre pourquoi ces actions avaient plus ou moins bien marché. Et quand je dis plus ou moins bien marché, c'est par rapport à des difficultés de ce type. Par exemple, pas de résultats suffisamment tangibles sur la ressource, une mobilisation insuffisante des agriculteurs. Alors, à chaque fois que vous pouvez mettre de l'accent positif, lorsque vous considérez que ça a bien marché, c'est parce qu'il y avait au contraire une forte mobilisation des agriculteurs. Ou bien quelques agriculteurs touchés, mais ça ne fait pas boule de neige, ça ne donne pas une dynamique collective. Il y avait des difficultés qui étaient d'ordre, non pas des résultats, mais la difficulté à se caler sur une certaine échelle, à quelle échelle il faut travailler. Il y a l'échelle qui est celle de la problématique environnementale, on va dire le bassin versant. Est-ce que ça doit être nécessairement l'échelle du travail avec les agriculteurs et de l'utilisation? Beaucoup de questions autour de ça. Et puis il y avait des situations. Et là, je m'appuie sur une autre expérience, mais ça me paraissait complémentaire par rapport aux questions d'aujourd'hui, qui est la difficulté à mettre en relation de façon constructive les agriculteurs avec d'autres acteurs. Quand je dis de façon constructive, c'est-à-dire à aller au-delà d'un débat d'idées, mais à faire travailler ensemble les gens par rapport à des solutions concrètes. Chaque fois que c'est nécessaire, c'est pas toujours nécessaire. Il y a des fois où le travail renvoie avant tout à une réflexion par les agriculteurs, mais de plus en plus aussi, et souvent, la réflexion, notamment lorsqu'il y a des interactions, par exemple, entre des pollutions agricoles et les algues vertes sur une plage, ou bien des pollutions agricoles et l'activité conchylicole, il va falloir faire travailler ensemble ces acteurs pour trouver des solutions concrètes. Dans le cas du Marais charentais, on a été amené à intervenir dans une situation de blocage complet, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'établir un cahier des charges, mais ce cahier des charges ne se fait pas, et les positions sont totalement incompatibles et surtout bloquées dans le temps. Donc, voilà, je m'appuierai sur ces deux exemples-là. Alors, juste pour redire en quelques mots, le point de vue dont on parle, effectivement, c'est une réflexion qui est menée au Gerdal depuis longtemps sur la question de comment s'opère le changement, mais vous voyez plus précisément comment les agriculteurs participent à la transformation de leurs activités. C'est-à-dire que par rapport à l'idée qu'il y ait des propositions qui sont élaborées par la science et qui sont ensuite transférées aux agriculteurs, bon, on n'en est plus là aujourd'hui, c'est certes, hein, c'est d'approche, mais en même temps, en tout cas, elle est plus affirmée dans le développement, et en même temps, on a du mal à trouver une autre approche, c'est-à-dire on reconnaît tout le monde reconnaît que les agriculteurs ont leur part dans l'élaboration de solutions techniques, et que ce n'est pas seulement des propositions venant de la sphère scientifique. Et en même temps, on a quand même aujourd'hui une difficulté à faire travailler ensemble les experts scientifiques qui ont des propositions évidemment par rapport, par exemple, à la gestion de l'herbe. On a énormément avancé sur les techniques de gestion de l'herbe, par exemple, et pourtant, ces propositions, les mélanges les plus productifs, par exemple, en bio, on a des variétés qui sont aujourd'hui plus résistantes aux médicaments, donc entre guillemets, c'est plus facile de faire du médicament, etc. Et pour autant, l'utilisation de ces propositions scientifiques et techniques reste une question
et la part d'invention du côté des agriculteurs reste aussi un point difficile. Donc la question qu'on a, nous, derrière ça, enfin, en même temps, c'est cette activité d'évolution des pratiques par les agriculteurs, sur quelle dynamique sociale elle repose. Alors là, peut-être le point complémentaire par rapport aux études qui ont été présentées, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de regarder ce que font les agriculteurs qui changent. Ça débouche sur des typologies telles qu'elles ont été proposées tout à l'heure, et elles sont très éclairantes pour comprendre comment les agriculteurs, par exemple, qui font d'une certaine manière, raisonnent. Alors on va dire, il y a ceux qui raisonnent l'herbe comme ça, et là les culturales apportent des choses très intéressantes, perçoivent des choses comme ça, et ceux qui sont pour le maïs perçoivent des choses comme ça. Mais quand on dit quelle dynamique sociale, c'est comment ces gens sont en relation entre eux. Comment est-ce qu'il y a des discussions, et comment sont structurées les discussions entre les agriculteurs d'une part. Donc ce qui nous intéresse autant, c'est pas tant quelles sont les différentes positions, que comment se situent ceux qui sont pour l'herbe dans les réseaux de dialogue, comment se situent ceux qui sont contre l'herbe dans l'ensemble de la situation locale, puisqu'on parle de réseau de dialogue. Et aussi, dynamique sociale veut dire quelles sont les relations entre les agriculteurs, bien sûr, et les autres acteurs. Donc on essaye de comprendre quand il y a changement, sur quelle dynamique de débat et de relation ça s'appuie. Voilà. Et puis ça, c'est évidemment, le but de ça, c'est en comprenant mieux ça, d'aller sur des propositions de moyens méthodologiques, de façon de travailler en direction des agents de développement. Alors, je vais développer deux points, quelques idées, je disais vraiment, mais vraiment résumées sur un petit peu ce qu'on appelle, nous, des facteurs sociologiques. Et puis, en un deuxième point, quelques enseignements de ces deux cas-là, qui sont, à mon avis, plus que des enseignements en termes de comment faire, parce que là, on ne va pas nous dire qu'il faut faire comme ça, puis on n'est pas, plutôt des pistes, à mon avis, de réflexion, et peut-être des connaissances à approfondir s'il y a des prolongements à faire en termes d'approfondissement, par exemple. Il me semble qu'il y a quelques points de connaissance qui méritent d'être peut-être approfondis. Donc la première idée importante, c'est que effectivement, l'évolution des pratiques, ce n'est pas une question idéologique et politique. Et ça, je l'affirme d'autant plus qu'on est en Bretagne, c'est que ce n'est pas tellement une question d'être pour ou contre une chose, donc pour ou contre la protection de l'environnement, pour ou contre l'herbe. Ça renvoie en fait à la possibilité d'engager un questionnement pratique sur comment faire autrement que ce qu'on fait. Et ça, c'est important parce qu'en fait, l'identification des positions idéologiques se recouvre pas, je ne veux pas dire pas du tout, mais pas complètement et même est assez décalée avec les pratiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des agriculteurs qui ont une certaine réflexion autour de l'herbe, mais qui n'ont pas forcément un discours idéologique sur la protection de l'environnement. Et il y a des agriculteurs qui ont un discours idéologique sur la protection de l'environnement qui ne traduit pas forcément la pratique. Donc, l'engagement pratique, ça veut dire qu'on parle de certains problèmes qu'on se pose ou qui sont posés, je dirais, de façon directive par l'extérieur. Quand je dis posés de façon directive par l'extérieur, c'est que, par exemple, quand il y a eu la directive d'interdiction du traitement des fossés, qui nous sommes bien il y a quelques années, où les agriculteurs ont été placés devant une obligation de faire autrement, mais cette obligation de faire autrement, elle ne disait pas non plus comment il fallait faire. Mais en tout cas, elle a été un point de départ aussi pour poser des questions de si j'ai plus le droit de traiter le fossé, donc soit j'enfreins la loi, soit de fait je suis obligé de dire comment je fais autrement. Donc quelle que soit l'origine, c'est-à-dire que ce soit une volonté de faire différemment parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on fait ou parce qu'il y a une obligation, s'il n'y a pas de problème formulé, c'est-à-dire une question comment faire autrement, je pense qu'on reste sur une adhésion à un objectif mais qui produit rien. Alors ça c'est la première idée importante. La deuxième idée importante, donc ça veut dire en conséquence que, je dirais en conséquence pour le développement, c'est que s'interroger sur les questions que se posent ou se posent pas les agriculteurs me paraît central. Et les problèmes que se posent les gens, pour prendre tout à l'heure le terme qui a été utilisé par des collègues aussi. Et aussi, ce qui est important, c'est que s'interroger sur les problèmes que se posent les agriculteurs, pas seulement au titre individuel de chacun, mais quels sont les problèmes qui sont débattus quelque part. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est
Si je vais dans une commune, il y a des choses, n'importe où, hein, partout. Il y a des choses qui sont en train de se discuter et d'autres pas. Donc ça, je ne peux pas y avoir accès uniquement par la vision individuelle. Et ces choses qui sont débattues sont des points d'appui extrêmement forts pour l'intervention du développement. Alors pourquoi s'intéresser au débat? Ça c'est la deuxième idée d'un facteur sociologique, c'est que une fois que, on se pose des problèmes, on les résout jamais tout seul. C'est-à-dire que c'est faire la distinction entre le fait que la modification d'une pratique, elle se fait bien individuellement, ça c'est sûr, dans une installation, mais l'élaboration du comment je vais faire autrement, ça c'est pas individuel. C'est très très rarement individuel. C'est quelque chose qui passe par l'échange. Pourquoi? Parce que ça s'appuie sur une activité de réflexion, analyse de la situation, analyse de sa propre, ses conditions de travail, analyse du contexte. Enfin, c'est une activité qui va déboucher sur une pratique, mais qui passe par une réflexion, et que cette réflexion, elle n'est pas dissociée de ce que nous on appelle, alors, je m'excuse, je ne vais pas utiliser beaucoup du terme aussi, mais celui-là me semble important, un système de normes, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses quelque part dans une localité qui sont de façon de penser, qui sont partagées par tous, et c'est pour faire écho d'une manière, dans des termes un peu plus, entre guillemets, savants, vous m'excuserez, mais à ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un endroit, il y a un certain type de choses qui sont admis et d'autres pas. Quand on dit celui-là, il est en train de basculer du côté des écologistes, ça veut dire sa façon de faire n'est pas forcément admise. Mais en même temps, attention, parce que le débat idéologique, il est beaucoup plus dur que le débat pratique. D'accord? Le débat d'idées, il est souvent beaucoup plus conflictuel que le débat qui porte sur les variantes. C'est-à-dire, par exemple, une variante, ce qu'on appelle, c'est, bon, il y en a qui font, la majorité font du maïs, mais dans beaucoup de communes, quelques-uns commencent déjà à faire un peu d'herbe. Vous voyez? Il y a des variantes. Moi, je pense que c'est pas si tranché. En tout cas, c'est différent, c'est pas pareil partout. Il y a des communes où le système de normes, c'est-à-dire l'ensemble de ce que font les gens, est très uniforme, mais il y a plein de localités où en fait on a des variantes. Et ça, c'est très important de regarder cette dynamique des variantes parce que c'est là que ça commence le changement. Et si ces variantes sont discutées ou pas, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose si on est dans une situation où il y en a un qui fait différemment et personne n'en parle, il fait différemment tout seul, ou dans une situation où il y a quelques agriculteurs qui font différemment, mais les gens en parlent, on ne fait pas pareil, on en discute. Donc ça, c'est la façon dont les variantes sont discutées, et c'est ce qu'on appelle un peu, nous, le système de normes. Pour moi, ce qui est très important, c'est pas seulement de regarder ce que fait chacun, mais je dis bien les variantes telles qu'elles sont réparties dans un certain territoire. Alors, c'est sur cette base que les gens discutent, en fait. C'est pas en dehors de ça. Et ils discutent comment? Donc, à la fois entre eux, entre pairs, et avec les techniciens. Donc, c'est dans ce sens que nous disons que l'acteur du changement, c'est le collectif et non pas les agriculteurs individuellement. Alors, ça a une conséquence très importante, c'est que du coup, plutôt que de faire des actions ciblées sur des types d'agriculteurs, on va plutôt faire des actions ciblées sur des groupes de gens qui discutent ou qui ont une certaine connaissance de ce qu'ils font les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément considérer qu'on doit s'adresser différemment à un bio et à un non-bio. Ça peut paraître très bizarre, mais en tout cas, ça va nous interroger. Est-ce que la question, c'est travailler avec les bio d'un côté et les non-bio de l'autre, ou est-ce que c'est augmenter ce qui s'échange déjà entre eux? Alors évidemment, s'il y a déjà un certain niveau d'échange, c'est beaucoup plus facile qu'un milieu où les situations sont totalement... il n'y a pas d'échange. Mais attention à pas projeter la différence de pratique sur un conflit, parce que dans beaucoup de cas, c'est pas la réalité. Je vais vous montrer un exemple d'un schéma sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Par exemple, ce gars-là qui fait du bio, quand on a regardé quelles étaient ses relations, on s'est rendu compte que, bien sûr, il fait partie de Agro 205 et il se reconnaît dans ce réseau, mais son réseau de dialogue au quotidien, c'est pas Agro 205. C'est ses voisins en lait. Et quand il a mis au point sa technique de désherbage mécanique, il en a autant discuté, ça peut paraître étonnant, avec ses collègues dans la CUMA et ses voisins, qu'au sein de l'association. Et ça, c'est un potentiel de changement énorme. Parce que du coup, si on travaille que avec les uns d'un côté et les autres de l'autre, évidemment qu'au lieu de renforcer le dialogue, on va plutôt avoir tendance à augmenter les... Alors, ça ne donne pas une recette, parce que le problème, c'est que les réseaux de développement sont structurés d'une certaine façon, qui fait que c'est pas facile.
c'est pas facile d'organiser l'action en dehors de ces réseaux qui, eux, sont, et vous voyez les traits, sont effectivement séparés. Et ces réseaux de développement ne traduisent pas, enfin nous c'est ce que nous montrent vraiment toutes les études, la réalité des relations entre les gens localement. Voilà, donc ça c'est les deux points importants à mon avis en termes de facteurs sociologiques. Il y en a d'autres mais qui me paraissent peut-être par rapport aux questions qui ont été soulevées importants à retenir. Alors, par rapport aux études sur lesquelles je me suis dit qu'il y avait des choses intéressantes à relever, je voulais, en écho à ces deux facteurs sociologiques, soulever quelques enseignements donc, de l'analyse de dispositifs d'intervention. Je ne parle pas là d'analyse de processus de changement. Donc, il y a eu beaucoup de travaux Gerval là-dessus, il y a des documents. Là, je voulais mettre l'accent plutôt sur le lien, quand on dit analyse comparée de résultats d'intervention, ça renvoie à ça, c'est-à-dire le lien entre la façon d'intervenir. Alors c'est très complexe, on n'est pas du tout au bout de cette question-là, entre la manière dont on intervient. Quand on dit la manière dont on intervient, c'est les lieux de discussion qu'on met en place, les méthodes de travail qu'on utilise avec les agriculteurs. Par exemple, tout à l'heure je vous disais, est-ce qu'on est plutôt sur une action de sensibilisation, donc on va élaborer des messages techniques, essayer de les diffuser, ou est-ce qu'on va être on va pas partir par des messages techniques, on va partir par exemple par les questions que les gens se posent ou ne se posent pas. Donc, vous voyez, c'est deux façons très différentes, par exemple, de rentrer en relation avec les agriculteurs. Les instances de travail, c'est est-ce qu'on va mettre en place un comité de travail, par exemple, on va mélanger des agriculteurs, des élus, des habitants, pour essayer de faire qu'ils se comprennent, ou bien on va se dire, on va d'abord faire travailler les agriculteurs d'un côté, on va essayer de comprendre de l'autre côté les élus, qu'est-ce qu'ils attendent, et puis, vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle les dispositifs de travail, le lien qu'il y a entre ça et ce que ça produit en termes de possibilités ou pas pour les agriculteurs de se saisir, en fait, des problèmes formulés par d'autres, parce que c'est clairement des attentes qui leur sont adressées, notamment quand c'est des agriculteurs qui ne se posent pas eux-mêmes ces questions-là. Bon, je ne vais pas pouvoir tout détailler ça, mais peut-être les points peut-être un ou deux points importants, c'est qu'on s'est rendu compte, par exemple, que lorsque ce qui était mis en avant, c'est un problème formulé du point de vue environnemental. Donc là, le cas du marais charentais était très intéressant, c'est-à-dire qu'on avait un objectif qui était de réduire la différence entre la gestion les pratiques des éleveurs, mais sur des éleveurs laitiers en zone humide. Il fallait réduire l'écart entre les pratiques des éleveurs de conduite des prairies et ce qui était appelé l'optimum biologique du point de vue des environnementalistes, notamment par rapport à la protection des oiseaux. Cet objectif était le point de départ de la mobilisation de l'agriculteur. Évidemment, vous comprenez bien, ça paraît caricatural, mais c'était comme ça, qu'on part sur un objectif qui est un objectif de protection de la zone sur le plan environnemental. Parallèlement, les éleveurs avaient un certain nombre de préoccupations du type nous, on n'arrive pas à vivre de notre métier, alors que les céréaliers qui, eux, ont asséché, en vivent beaucoup mieux. Ce serait l'équivalent de attention, peut-être en herbe, on gagne moins d'argent qu'avec le maïs. Ou bien, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur des prairies humides que sur des prairies asséchées, etc., etc. Ces préoccupations-là ne trouvaient pas place par rapport à l'objectif de l'action qui était celui que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, lorsque c'est le cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt une réaction qui, du coup, ramène la question pratique qui est comment gérer autrement les prairies pour maintenir, par exemple, la diversité des espèces. Ça ramène à une position bloquée qui était, de toute façon, nous, éleveurs, on est défavorisés par rapport à ceux qui ont asséché, donc on revendique le droit à sécher. Et on n'en sort pas. Et ça continue, ça continue. C'est-à-dire que ça ramène le débat au niveau idéologique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est rendu compte que plus on s'éloignait des préoccupations très du métier, qui peuvent être techniques ou économiques, enfin, souvent on est sur des préoccupations à la fois travail, économie, et donc on a des préoccupations extrêmement transversales, plus on arrive sur un débat d'idées qui, dans ce cas, est opposé à la possibilité d'aller vers le changement, effectivement. L'autre point qu'on a remarqué aussi, c'est que suivant la place qu'on donnait et le moment aussi qu'on donne au diagnostic externe, on pouvait plus ou moins jouer sur la possibilité pour les praticiens, donc là, les agriculteurs, de se positionner par rapport à leurs propres objectifs ou leurs propres préoccupations. Donc, en général, là, je ne sais pas si je me trompe, mais la plupart des actions, ça commence par un diagnostic. Alors, ça dépend ce qu'on met dedans, notamment. Mais un diagnostic d'expert.
qui devient un petit peu une chose, entre guillemets, intouchable, enfin, qui peut être perçue comme telle. Et on va amener les agriculteurs à se positionner sur un diagnostic et à, entre guillemets, réagir. Donc là encore, on se rend compte que parfois, il vaut mieux travailler sur une expertise après, ou articuler une parallèle à une possibilité pour les agriculteurs de faire un propre diagnostic de la façon de leur situation, ou des changements possibles, que de poser ça en amont de cette expression. Là, il y a toute une réflexion sur l'articulation en fait entre les fonctions d'expertise et les fonctions d'animation, qui en plus sont des compétences assez différentes. Voilà, donc je passe là-dessus. Alors, un autre point, c'est la question donc, de la façon dont on va mobiliser les collectifs. Alors, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en Bretagne, on est sur des réseaux de développement assez peut-être polarisés, qui fonctionnent en parallèle, donc les chambres d'agriculture, les techniciens des coopératives, les réseaux CIVAM, les conseils en agriculture biologique, et tout ça ne se croise pas facilement. Alors, peut-être les bassins versants, l'atout, c'est que dans les bassins versants, les gens sont amenés quand même à travailler ensemble, parce que là, c'est le bassin versant et la collectivité locale. Et on se rend compte que les collectifs et réseaux, je parle là, cette fois des réseaux de dialogue entre les agriculteurs, eux aussi sont transversaux souvent. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir des agriculteurs qui travaillent ensemble dans une CUMA, l'un appartient est suivi par un conseiller chambre, l'autre par un animateur, etc. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut se rapprocher des collectifs et des réseaux d'échange, de dialogue entre les agriculteurs, pour essayer, en fait, de dépasser la question des réseaux institutionnels qui, eux, sont, pour l'instant, assez fortement calés à des affichages idéologiques, y compris plus forts que ceux qu'eux-mêmes veulent afficher, mais du côté des agriculteurs, en tout cas, c'est vrai, qui sont assez fortement associés à des positions idéologiques très arrêtées. Donc, à partir du moment où la discussion entre agriculteurs est toujours un facteur favorable au changement, la question c'est comment on part de ces niveaux d'échange plutôt que des réseaux institutionnels. Et puis, ça va avec un autre point qui est aussi la place qui est donnée aux leaders. Je voyais là dans les questions en amont, qui était comment travailler avec les leaders ou avec les responsables. Il me semble que peut-être, moi je déplacerai un peu la question. C'est-à-dire, ce qui me semble important, c'est pas tellement comment travailler avec les leaders, que quelle est la position des leaders dans les dynamiques sociales. C'est-à-dire, quel est le lien entre les gens qu'on va mobiliser dans des instances de pilotage, par exemple, tous les bassins versants ont des comités de pilotage. Dans ces comités de pilotage, on est souvent des agriculteurs plutôt, on va considérer innovateurs. Ou des responsables professionnels, là c'est le deuxième cas, c'est-à-dire que c'est le deuxième critère, c'est parce qu'ils sont en tant que président de tel ou tel réseau. Et en fait, on considère que ces acteurs vont forcément être un relais par rapport à ce qui va se discuter. Alors ce qu'on se rend compte, et ça quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois que vous disiez que ce n'est pas forcément le cas. J'ai le cas d'un président dans le Languedoc-Roussillon, je peux le citer parce que c'est loin, qui est président de la FRCIVA, qui est bio, éleveur, et qui est totalement atypique dans la commune où il est. Et en plus, il ne fait pas la même production. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mal considéré, il n'est pas mal considéré, il est atypique. Donc, pour nous, la question à se poser, c'est plutôt quel est le lien entre ces personnes avec lesquelles on travaille de façon rapprochée et avec lesquelles on élabore des propositions et ceux qui se discutent localement. Et il y a souvent un écart évidemment important, ou pas forcément. Et quelle est la position de ces personnes dans le débat local. Vous voyez, ça ouvre un champ de travail, à mon avis, dans ce sens-là, pour terminer. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des connaissances à approfondir dans le registre de la compréhension, pourtant on y a travaillé, mais on n'est pas au bout de nos peines, de la compréhension donc de comment sont organisées les relations entre les agriculteurs, et peut-être en faisant une comparaison aussi. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une hypothèse qui reste vraie, mais qui était déjà vraie il y a 10 ans, mais qui reste très vraie, c'est qu'il y a un lien entre les capacités différenciées, donc de changement et d'évolution des pratiques, ou de traitement des problèmes. Il me semble plus logique et plus facile de parler de capacité de traitement des problèmes, finalement,
et les caractéristiques de la structuration des liens entre les agriculteurs. À des échelles qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, par exemple, on est sur des échelles de réseaux plus larges aujourd'hui entre agriculteurs, et on est aussi sur des réseaux beaucoup plus complexes, c'est-à-dire que les gens sont à la fois en discussion avec leurs voisins, en même temps ils sont membres de telle association qui est régionale, en même temps on a plein de lieux d'échange pour les agriculteurs, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien entre la façon dont sont structurées les relations entre les gens, et notamment le fait que ce soit ou pas discuter les variantes localement, et cette possibilité de changement. Et vraiment, j'ai des tas d'exemples en tête. Un agriculteur qui a envie, qui réfléchit sur ses pratiques, mais qui ne peut pas en discuter, c'est pas du tout la même chose que le même agriculteur, avec la même réflexion, qui peut en discuter avec ses voisins. Et ça, indépendamment ou pas de l'intervention de développement. Donc, pour l'intervention du développement, la question c'est comment renforcer, mettre en discussion ces choses-là, plutôt que comment travailler avec les innovateurs, pour qu'ensuite les innovateurs, je sais pas, fassent passer des messages, vous voyez, c'est un champ de connaissances important. Et puis, la question, à mon avis, qui reste aussi peut-être à creuser un petit peu, c'est comment limiter, alors si je l'avons vu du point de vue de l'action, c'est comment limiter l'influence de la dimension politique. D'accord? Parce qu'elle se fait souvent au dépend du débat technique, du débat sur la pratique. Mais si je la formule du point de vue de la recherche, c'est mieux comprendre en fait comment interfère cette dimension politique avec le débat sur la pratique de l'économie, hein, je parle de la technique, l'économie, et non pas la défense d'un système bio, système intensif, système herbagé. Là, on est sur des positions qui vont forcément amener un petit peu au débat politique. Et bien sûr, une réflexion à poursuivre sur les compétences, bien sûr, des agents de développement, c'est-à-dire par rapport aux questions que je soulevais, comment traduire ça en compétences d'intervention, c'est-à-dire définir une échelle pertinente, faire travailler ensemble des gens qui ne sont pas dans les mêmes réseaux. Ça renvoie aussi à des compétences dans le métier des agents qui me semblent peut-être devoir aussi expérimenter, travailler avec eux. Voilà. Donc j'ai mis quelques références, vous pouvez retrouver ça, de quelques travaux sur ces questions. Merci.
Donc je ne vais pas présenter une étude en fait. Hein. Je vais m'appuyer quand même sur deux travaux qu'on a fait, mais comme vous voyez, c'est un petit peu essayer de donner en complément des deux études intéressantes qui ont été présentées tout à l'heure, peut-être quelques éléments sur ce qui nous semble être des facteurs sociologiques et un petit peu aussi qu'est-ce qu'on met dans le facteur sociologique, parce que je crois que ça peut enfin alimenter aussi la réflexion. Et ceci dit, je m'appuierai quand même sur deux travaux qu'on avait menés. L'un qui portait en fait sur une évaluation, et alors ça s'appelait l'évaluation et l'analyse sociologique de 20 actions sur l'eau. Alors, actions sur l'eau, c'est des interventions volontaristes menées par différents acteurs, mais dont à chaque fois les champs de l'agriculture avaient un rôle très important. Dans les 3 régions, vous voyez, Bretagne, Normandie, Pays de Loire. Et ces actions sur l'eau étaient menées toutes avec l'objectif donc de gestion de la ressource en eau, soit pour des problèmes de pollution, dans 80% du cas, de diverses origines, soit il y avait quelques cas aussi d'optimisation de la gestion quantitative de la ressource, plutôt sur les Pays de Loire. Et donc il s'agissait de comprendre pourquoi ces actions avaient plus ou moins bien marché. Et quand je dis plus ou moins bien marché, c'est par rapport à des difficultés de ce type. Par exemple, pas de résultats suffisamment tangibles sur la ressource, une mobilisation insuffisante des agriculteurs. Alors à chaque fois, vous pouvez mettre de l'accent positif. Lorsque vous considérez que ça a bien marché, c'est parce qu'il y avait au contraire une forte mobilisation des agriculteurs. Ou bien quelques agriculteurs touchés, mais ça ne fait pas boule de neige, ça ne donne pas une dynamique collective. Il y avait des difficultés qui étaient d'ordre, non pas des résultats, mais la difficulté à se caler sur une certaine échelle, à quelle échelle il faut travailler. Il y a l'échelle qui est celle de la problématique environnementale, on va dire le bassin versant. Est-ce que ça doit être nécessairement l'échelle du travail avec les agriculteurs et de l'utilisation? Beaucoup de questions autour de ça. Et puis il y avait des situations, et là je m'appuie sur une autre expérience, mais ça me paraît supplémentaire par rapport aux questions d'aujourd'hui, qui est la difficulté à mettre en relation de façon constructive les agriculteurs avec d'autres acteurs. Quand je dis de façon constructive, c'est-à-dire à aller au-delà d'un débat d'idées, mais à faire travailler ensemble les gens par rapport à des solutions concrètes. Chaque fois que c'est nécessaire, c'est pas toujours nécessaire. Il y a des fois où le travail renvoie avant tout à une réflexion par les agriculteurs, mais de plus en plus aussi, et souvent, la réflexion, notamment lorsqu'il y a des interactions, par exemple, entre des pollutions agricoles et les algues vertes sur une plage, ou bien des pollutions agricoles et l'activité conchylicole, il va falloir faire travailler ensemble ces acteurs pour trouver des solutions concrètes. Dans le cas du Marais charentais, on a été amené à intervenir dans une situation de blocage complet, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'établir un cahier des charges, mais ce cahier des charges ne se fait pas, et les positions sont totalement incompatibles et surtout bloquées dans le temps. Donc, voilà, je m'appuierai sur ces deux exemples-là. Alors, juste pour redire en quelques mots, le point de vue dont on parle, effectivement, c'est une réflexion qui est menée au GERDAC depuis longtemps sur la question de comment s'opère le changement. Mais vous voyez plus précisément comment les agriculteurs participent à la transformation de leurs activités. C'est-à-dire que par rapport à l'idée qu'il y ait des propositions qui sont élaborées par la science et qui sont ensuite transférées aux agriculteurs, bon, on n'en est plus là aujourd'hui, c'est certes cette approche, mais en même temps, en tout cas, elle est plus affirmée dans le développement, et en même temps, on a du mal à trouver une autre approche, c'est-à-dire on reconnaît tout le monde reconnaît que les agriculteurs ont leur part dans l'élaboration de solutions techniques, et que ce n'est pas seulement des propositions venant de la sphère scientifique. Et en même temps, on a quand même aujourd'hui une difficulté à faire travailler ensemble les experts scientifiques qui ont des propositions évidemment par rapport, par exemple, à la gestion de l'herbe. On a énormément avancé sur les techniques de gestion de l'herbe, par exemple, et pourtant, ces propositions, les mélanges les plus productifs, par exemple, en bio, on a des variétés qui sont aujourd'hui plus résistantes aux maladies qu'avant, donc entre guillemets, c'est plus facile de faire notamment, etc. Et pour autant, l'utilisation de ces propositions scientifiques et techniques
reste une question, et la part d'invention du côté des agriculteurs reste aussi un point difficile. Donc la question qu'on a, nous, derrière ça, enfin, en même temps, c'est cette activité d'évolution des pratiques par les agriculteurs, sur quelle dynamique sociale elle repose. Alors là, peut-être le point complémentaire par rapport aux études qui ont été présentées, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas seulement de regarder ce que font les agriculteurs qui changent. Ça débouche sur des typologies telles qu'elles ont été proposées tout à l'heure, et elles sont très éclairantes pour comprendre comment les agriculteurs, par exemple, qui font d'une certaine manière, raisonnent. Alors on va dire, il y a ceux qui raisonnent l'herbe comme ça, et là les culturales apportent des choses très intéressantes, perçoivent des choses comme ça, et ceux qui sont pour le maïs perçoivent des choses comme ça. Mais quand on dit quelle dynamique sociale, c'est comment ces gens sont en relation entre eux. Comment est-ce qu'il y a des discussions, et comment sont structurées les discussions entre les agriculteurs d'une part. Donc ce qui nous intéresse autant, c'est pas tant quelles sont les différentes positions, que comment se situent ceux qui sont pour l'herbe dans les réseaux de dialogue, comment se situent ceux qui sont contre l'herbe dans l'ensemble d'un tissu, bien sûr, local, puisqu'on parle de réseau de dialogue. Et aussi, dynamique sociale veut dire quelles sont les relations entre les agriculteurs, bien sûr, et les autres acteurs. Donc on essaye de comprendre quand il y a changement, sur quelle dynamique de débat et de relation ça s'appuie. Voilà. Et puis ça, c'est évidemment, le but de ça, c'est en comprenant mieux ça, d'aller sur des propositions de moyens méthodologiques, de façon de travailler en direction des agents de développement. Alors, je vais développer deux points, quelques idées, je disais vraiment, mais vraiment résumées sur un petit peu ce qu'on appelle, nous, des facteurs sociologiques. Et puis, en un deuxième point, quelques enseignements de ces deux cas-là, qui sont, à mon avis, plus que des enseignements en termes de comment faire, parce que là, on ne va pas en minuter, il faut faire comme ça, puis on n'est pas plutôt des pistes, à mon avis, de réflexion, et peut-être des connaissances à approfondir s'il y a des prolongements à faire en termes d'approfondissement, par exemple. Il me semble qu'il y a quelques points de connaissance qui méritent d'être peut-être approfondis. Donc, la première idée importante, c'est que effectivement, l'évolution des pratiques, c'est pas une question d'idéologie et politique. Et ça, je l'affirme d'autant plus qu'on est en Bretagne, c'est que c'est pas tellement une question d'être pour ou contre une chose, donc pour ou contre la protection de l'environnement, pour ou contre l'herbe. Ça renvoie en fait à la possibilité d'engager un questionnement pratique sur comment faire autrement que ce qu'on fait. Et ça, c'est important parce qu'en fait, l'identification des positions idéologiques se recouvre pas, je ne veux pas dire pas du tout, mais pas complètement, et même est assez décalée avec les pratiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des agriculteurs qui ont une certaine réflexion autour de l'herbe, mais qui n'ont pas forcément un discours idéologique sur la protection de l'environnement. Et il y a des agriculteurs qui ont un discours idéologique sur la protection de l'environnement, qui ne traduit pas forcément la pratique. Donc, l'engagement pratique, ça veut dire qu'on parle de certains problèmes qu'on se pose, ou qui sont posés, je dirais de façon directive par l'extérieur. Quand je dis posés de façon directive par l'extérieur, c'est que par exemple, quand il y a eu la directive d'interdiction du traitement des fossés, qui nous souviendrait en quelques années, où les agriculteurs ont été placés devant l'obligation de faire autrement, mais cette obligation de faire autrement, elle ne disait pas non plus comment il fallait faire. Mais en tout cas, elle a été un point de départ aussi pour poser des questions de si j'ai plus le droit de traiter le fossé, donc soit j'enfreins la loi, soit de fait je suis obligé de dire comment je fais autrement. Donc quelle que soit l'origine, c'est-à-dire que ce soit une volonté de faire différemment parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on fait ou parce qu'il y a une obligation, s'il n'y a pas de problème formulé, c'est-à-dire une question comment faire autrement, je pense qu'on reste sur une adhésion à un objectif mais qui produit rien. Alors ça c'est la première idée importante. La deuxième idée importante, donc ça veut dire en conséquence que, je dirais en conséquence pour le développement, c'est que s'interroger sur les questions que se posent ou se posent pas les agriculteurs me paraît central. Et les problèmes que se posent les gens, pour prendre tout à l'heure le terme qui a été utilisé par des collègues aussi. Et aussi, ce qui est important, c'est que s'interroger sur les problèmes que se posent les agriculteurs, pas seulement au titre individuel de chacun, mais quels sont les problèmes qui sont débattus quelque part.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui est, si je vais dans une commune, il y a des choses, n'importe où, hein, partout. Il y a des choses qui sont en train de se discuter et d'autres pas. Donc ça, je ne peux pas y avoir accès uniquement par la vision individuelle. Et ces choses qui sont débattues sont des points d'appui extrêmement forts pour l'intervention du développement. Alors pourquoi s'intéresser au débat? Ça c'est la deuxième idée d'un facteur sociologique, c'est que une fois que, on se pose des problèmes, on les résout jamais tout seul. C'est-à-dire que c'est faire la distinction entre le fait que la modification d'une pratique, elle se fait bien individuellement, ça c'est sûr, dans une installation, mais l'élaboration du comment je vais faire autrement, ça c'est pas individuel. C'est très très rarement individuel. C'est quelque chose qui passe par l'échange. Pourquoi? Parce que ça s'appuie sur une activité de réflexion, analyse de la situation, analyse de sa propre, ses conditions de travail, analyse du contexte. Enfin, c'est une activité qui va déboucher sur une pratique, mais qui passe par une réflexion. Et que cette réflexion, elle n'est pas dissociée de ce que nous on appelle, alors, je m'excuse, je ne vais pas utiliser beaucoup du terme impossible, mais celui-là me semble important, un système de normes, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses quelque part dans une localité qui sont de façon de penser, qui sont partagées par tous, et c'est pour faire écho dans des termes un peu plus, entre guillemets, savants, vous m'excuserez, mais à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un endroit, il y a un certain type de choses qui sont admis et d'autres pas. Quand on dit celui-là, il est en train de basculer du côté des écologistes, ça veut dire sa façon de faire n'est pas forcément admise. Mais en même temps, attention, parce que le débat idéologique, il est beaucoup plus dur que le débat pratique. D'accord? C'est-à-dire le débat d'idées, il est souvent beaucoup plus conflictuel que le débat qui porte sur les variantes. C'est-à-dire, par exemple, une variante, ce qu'on appelle, c'est bon, il y en a qui font, la majorité font du maïs, mais dans beaucoup de communes, quelques-uns commencent déjà à faire un peu d'herbe. Vous voyez? Il y a des variantes. Moi, je pense que c'est pas si tranché. En tout cas, c'est différent, c'est pas pareil partout. Il y a des communes où le système de normes, c'est-à-dire l'ensemble de ce que font les gens, est très uniforme, mais il y a plein de localités où, en fait, on a des variantes. Et ça, c'est très important de regarder cette dynamique des variantes, parce que c'est là que ça commence le changement. Et si ces variantes sont discutées ou pas, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose si on est dans une situation où il y en a un qui fait différemment et personne n'en parle, il fait différemment tout seul, ou dans une situation où il y a quelques agriculteurs qui font différemment, mais les gens en parlent, on ne fait pas pareil, on en discute. Donc ça, c'est la façon dont les variantes sont discutées, et c'est ce qu'on appelle un peu, nous, le système de normes. Pour moi, ce qui est très important, c'est pas seulement de regarder ce que fait chacun, mais je dis bien les variantes telles qu'elles sont réparties dans un certain territoire. Alors, c'est sur cette base que les gens discutent, en fait. C'est pas en dehors de ça. Et ils discutent comment? Donc, à la fois entre eux, entre pairs, et avec les techniciens. Donc, c'est dans ce sens que nous disons que l'acteur du changement, c'est le collectif et non pas les agriculteurs individuellement. Alors, ça a une conséquence très importante, c'est que du coup, plutôt que de faire des actions ciblées sur des types d'agriculteurs, on va plutôt faire des actions ciblées sur des groupes de gens qui discutent ou qui ont une certaine connaissance de ce qu'ils font les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément considérer qu'on doit s'adresser différemment à un bio et à un non-bio. Ça peut paraître très bizarre, mais en tout cas, ça va nous interroger. Est-ce que la question c'est travailler avec les bio d'un côté et les non-bio de l'autre, ou est-ce que c'est augmenter ce qui s'échange déjà entre eux? Alors évidemment, s'il y a déjà un certain niveau d'échange, c'est beaucoup plus facile qu'un milieu où les situations sont totalement... il n'y a pas d'échange. Mais attention à pas projeter la différence de pratique sur un conflit, parce que dans beaucoup de cas, c'est pas la réalité. Je vais vous montrer un exemple d'un schéma sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Par exemple, ce gars-là qui fait du bio, quand on a regardé quelles étaient ses relations, on s'est rendu compte que, bien sûr, il fait partie de Agrobio 35 et il se reconnaît dans ce réseau, mais son réseau de dialogue au quotidien, c'est pas Agrobio 35. C'est ses voisins en lait. Et quand il a mis au point sa technique de désherbage mécanique, il en a autant discuté, ça peut paraître étonnant, avec ses collègues dans la CUMA et ses voisins, qu'au sein de l'association. Et ça, c'est un potentiel de changement énorme. Parce que du coup, si on travaille que avec les uns d'un côté et les autres de l'autre, évidemment qu'au lieu de renforcer le dialogue, on va plutôt avoir tendance à augmenter les... Alors, ça ne donne pas une recette, parce que le problème, c'est que les réseaux de développement sont structurés d'une certaine façon, qui fait que c'est pas facile.
c'est pas facile d'organiser l'action en dehors de ces réseaux qui, eux, sont, et vous voyez les traits, sont effectivement séparés. Et ces réseaux de développement ne traduisent pas, enfin nous, c'est ce que nous montrent vraiment toutes les études, la réalité des relations entre les gens localement. Voilà, donc ça c'est les deux points importants, à mon avis, en termes de facteurs sociologiques. Il y en a d'autres, mais qui me paraissent peut-être par rapport aux questions qui ont été soulevées importants à retenir. Alors, par rapport aux études sur lesquelles je me suis dit qu'il y avait des choses intéressantes à relever, je voulais, en écho à ces deux facteurs sociologiques, soulever quelques enseignements donc, de l'analyse de dispositifs d'intervention. Je ne parle pas là d'analyse de processus de changement. Donc, il y a eu beaucoup de travaux que j'appelle là-dessus, il y a des documents. Là, je voulais mettre l'accent plutôt sur le lien. Quand on dit analyse comparée de résultats d'intervention, ça renvoie à ça, c'est-à-dire le lien entre la façon d'intervenir. Alors c'est très complexe, on n'est pas du tout au bout de cette question-là, entre la manière dont on intervient. Quand on dit la manière dont on intervient, c'est les lieux de discussion qu'on met en place, les méthodes de travail qu'on utilise avec les agriculteurs. Par exemple, tout à l'heure, je vous disais, est-ce qu'on est plutôt sur une action de sensibilisation? Donc on va élaborer des messages techniques, essayer de les diffuser, ou est-ce qu'on va on va pas partir par des messages techniques, on va partir par exemple par les questions que les gens se posent ou se posent pas. Donc, vous voyez, c'est deux façons très différentes, par exemple, de rentrer en relation avec les agriculteurs. Les instances de travail, c'est est-ce qu'on va mettre en place un comité de travail, par exemple, on va mélanger des agriculteurs, des élus, des habitants, pour essayer de faire qu'ils se comprennent, ou bien on va dire on va d'abord faire travailler les agriculteurs d'un côté, on va essayer de comprendre de l'autre côté les élus, qu'est-ce qu'ils attendent, et puis, vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle les dispositifs de travail, le lien qu'il y a entre ça et ce que ça produit en termes de possibilités ou pas pour les agriculteurs de se saisir en fait des problèmes formulés par d'autres, parce que c'est clairement des attentes qui leur sont adressées, notamment quand c'est des agriculteurs qui ne se posent pas eux-mêmes ces questions-là. Bon, je ne vais pas pouvoir tout détailler ça, mais peut-être les points peut-être un ou deux points importants, c'est qu'on s'est rendu compte par exemple que lorsque ce qui était mis en avant, c'est un problème formulé du point de vue environnemental. Donc là, le cas du marais charentais était très intéressant, c'est-à-dire qu'on avait un objectif qui était de réduire la différence entre la gestion les pratiques des éleveurs, mais sur des éleveurs laitiers en zone humide. Il fallait réduire l'écart entre les pratiques des éleveurs de conduite des prairies et ce qui était appelé l'optimum biologique du point de vue des environnementalistes, notamment par rapport à la protection des oiseaux. Cet objectif était le point de départ de la mobilisation des agriculteurs. Évidemment, vous comprenez bien, ça paraît caricatural, mais c'était comme ça, qu'on part sur un objectif qui est un objectif de protection de la zone sur le plan environnemental. Parallèlement, les éleveurs avaient un certain nombre de préoccupations du type nous, on n'arrive pas à vivre de notre métier, alors que les céréaliers qui, eux, ont asséché, en vivent beaucoup mieux. Ce serait l'équivalent de, attention, peut-être en herbe, on gagne moins d'argent qu'avec le maïs. Ou bien, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur des prairies humides que sur des prairies asséchées, etc., etc. Ces préoccupations-là ne trouvaient pas place par rapport à l'objectif de l'action qui était celui que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, lorsque c'est le cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt une réaction qui, du coup, ramène la question pratique qui est comment gérer autrement les prairies pour maintenir, par exemple, la diversité des espèces. Ça ramène à une position bloquée qui était, de toute façon, nous, éleveurs, on est défavorisés par rapport à ceux qui ont asséché, donc on revendique le droit à assécher. Et on n'en sort pas. Et ça continue, ça continue. C'est-à-dire que ça ramène le débat au niveau idéologique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est rendu compte que plus on s'éloignait des préoccupations très du métier, qui peuvent être techniques ou économiques, enfin souvent on est sur des préoccupations, vous voyez, à la fois travail, économie, et donc on a des préoccupations extrêmement transversales, plus on arrive sur un débat d'idées qui, dans ce cas, est opposé à la possibilité d'aller vers le changement, effectivement. L'autre point qu'on a remarqué aussi, c'est que suivant la place qu'on donnait et le moment aussi qu'on donne au diagnostic externe, on pouvait plus ou moins jouer sur la possibilité pour les praticiens, donc les agriculteurs, de se positionner par rapport à leurs propres objectifs, leurs propres préoccupations. Donc, en général, là je ne sais pas si je me trompe, mais la plupart des actions, ça commence par un diagnostic. Alors ça dépend ce qu'on met dedans, évidemment, mais un diagnostic d'expert.
qui devient un petit peu une chose, entre guillemets, intouchable, enfin, qui peut être perçue comme telle. Et on va amener les agriculteurs à se positionner sur un diagnostic et à, entre guillemets, réagir. Donc là encore, on se rend compte que parfois, il vaut mieux travailler sur une expertise après, ou articuler une parallèle à une possibilité pour les agriculteurs de faire un propre diagnostic de la façon de leur situation, ou des changements possibles, que de poser ça en amont de cette réflexion. Donc là, il y a toute une réflexion sur l'articulation en fait entre les fonctions d'expertise et les fonctions d'animation, qui en plus sont des compétences assez différentes. Voilà, donc je passe là-dessus. Alors, un autre point, c'est la question donc, de la façon dont on va mobiliser les collectifs. Alors, la difficulté, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en Bretagne, on est sur des réseaux de développement assez peut-être polarisés, qui fonctionnent en parallèle, donc les chambres d'agriculture, les techniciens des coopératives, les réseaux CIVAM, les conseils en agriculture biologique, et tout ça ne se croise pas facilement. Alors, peut-être les bassins versants, là, tout, c'est que dans les bassins versants, les gens sont amenés quand même à travailler ensemble, parce que là, c'est le bassin versant et la collectivité locale. Et on se rend compte que les collectifs et réseaux, je parle là, cette fois des réseaux de dialogue entre les agriculteurs, eux aussi sont transversaux souvent. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir des agriculteurs qui travaillent ensemble dans une CUMA, l'un appartient est suivi par un conseiller chambre, l'autre par un animateur, etc. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut se rapprocher des collectifs et des réseaux d'échange, de dialogue entre les agriculteurs, pour essayer, en fait, de dépasser la question des réseaux institutionnels qui, eux, sont, pour l'instant, assez fortement calés à des affichages idéologiques, y compris plus forts que ceux qu'eux-mêmes veulent afficher, mais du côté de l'agriculteur, en tout cas, c'est vrai, qui sont assez fortement associés à des positions idéologiques très arrêtées. À partir du moment où la discussion entre agriculteurs est toujours un facteur favorable au changement, la question c'est comment on part de ces niveaux d'échange plutôt que des réseaux institutionnels. Et puis ça va avec un autre point qui est aussi la place qui est donnée aux leaders. Je voyais là dans les questions en amont, qui était comment travailler avec les leaders ou avec les responsables. Il me semble que peut-être, moi je déplacerai un peu la question. C'est-à-dire ce qui me semble important, c'est pas tellement comment travailler avec les leaders, mais quelle est la position des leaders dans les dynamiques sociales. C'est-à-dire, quel est le lien entre des gens qu'on va mobiliser dans des instances de pilotage, par exemple tous les bassins versants ont des comités de pilotage. Dans ces comités de pilotage, on est souvent des agriculteurs plutôt qu'on va considérer innovateurs. Ou des responsables professionnels, là c'est le deuxième cas, c'est-à-dire que ces deuxième critères, c'est parce qu'ils sont en tant que président de tel ou tel réseau. Et en fait, on considère que ces acteurs vont forcément être un relais par rapport à ce qui va se discuter. Alors ce qu'on se rend compte, c'est, mais ça quelqu'un le disait tout à l'heure, je crois, vous disiez que c'est pas forcément le cas. J'ai le cas d'un président dans le Languedoc-Roussillon, je peux le citer parce que c'est loin, qui est le président de la FRCIVA, qui est bio, éleveur, et qui est totalement atypique dans la commune où il est. Et en plus, il ne fait pas la même production. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mal considéré, il n'est pas mal considéré, mais il est atypique. Donc, pour nous, la question à se poser, c'est plutôt quel est le lien entre ces personnes avec lesquelles on travaille de façon rapprochée et avec lesquelles on élabore des propositions et ceux qui se discutent localement. Et il y a souvent un écart évidemment important, ou pas forcément. Et quelle est la position de ces personnes dans le débat local. Vous voyez, ça ouvre un champ de travail, à mon avis, dans ce sens-là, pour terminer. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des connaissances à approfondir dans le registre de la compréhension, pourtant on y a travaillé, mais on n'est pas au bout de nos peines, de la compréhension donc de comment sont organisées les relations entre les agriculteurs, et peut-être en faisant une comparaison aussi. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une hypothèse qui reste vraie, mais qui était déjà vraie il y a 10 ans, mais qui reste très vraie, c'est qu'il y a